BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, alors nous on a un peu oublié l'impact de l'euro sur nos vies. Et là vous vous penchez sur l'impact de l'introduction donc de la monnaie européenne en Croatie. Oui, la Croatie qui est à présent le 20e État membre de la zone euro. Il est forcément publié de la recherche académique abondante autour de cette nouvelle qui confirme au passage combien la monnaie unique conserve son statut de pôle d'attraction contre vents et marées. Alors ce document est en provenance de Hongrie, un État membre de l'Union européenne résolument en dehors de l'euro et qui ne va certainement pas dans le sens espéré par Zagreb. Cenit Ziljak de l'Institut des affaires étrangères et du commerce de Budapest se livre ici à une critique systématique en règle de ce qu'elle estime être une décision hâtive, comme si ce pays avait voulu juste rejoindre un club prestigieux, je cite. Alors cette chercheuse hongroise souligne que bien que la Croatie ait rempli l'essentiel des célèbres critères d'adhésion prévus par l'Union monétaire, elle n'est pas parvenue à satisfaire celui qui a trait à la dette publique rapportée au produit intérieur brut. On est à 80% en 2021, alors qu'en principe, ça devrait être 60%. Mais le plus important, elle considère que l'État croate perd un outil parmi les plus importants de sa gestion de son économie, la politique monétaire, alors qu'il n'a pas encore bâti cet État croate une économie suffisamment forte et compétitive autour d'une politique budgétaire stable et des institutions efficaces. Et à cet égard, le fait que la croissance économique croate, très dépendante du tourisme, n'ait pas été supérieure de longue date à la plupart de celles des autres États d'Europe centrale et orientale serait tout à fait révélatrice et alarmante. Facteur encore plus inquiétant, toujours selon ce rapport hongrois, l'écart de productivité du travail en Croatie avec le reste de l'Union européenne. En 2013, elle ne représentait cette productivité du travail que 72,2% de la moyenne de l'Union européenne. Le niveau en 2021, non seulement ne progresse pas, mais il a diminué d'un demi-point. Cenit Ziljak pense qu'en conséquence, cette précipitation de la Croatie, à ses yeux, à rejoindre l'euro, pourrait avoir des effets négatifs sévères. En tout cas, elle se montre certaine de ce point de vue-là. Alors, prend la direction du Danemark ensuite, Benahouda, avec une étude assez étonnante. Est-ce que finalement, ce qui compte dans notre trajectoire socio-économique, c'est quoi le plus important? Est-ce que le fait que les parents soient immigrés? Est-ce que c'est le milieu dont on vient à la base? Oui, alors c'est un jeune docteur danois, Mathias Fjelle Gaard Jensen, issu de l'école de commerce de Copenhague, qui est un spécialiste de l'économie des revenus, qui publie cette étude. Sa démonstration ici avec Alan Manning qui est un grand nom de la London School of Economics, c'est qu'au Danemark, la classe sociale dont provient un enfant s'avère un facteur plus déterminant que le lieu de naissance de ses parents. Alors c'est un document de recherche qui suit les enfants des années 1980. Et il se confirme que ceux dont les parents sont immigrés gagnent actuellement en moyenne annuellement environ 9 000 € de moins que ceux dont les deux parents sont danois d'origine ou bien nés sur le territoire danois. Somme toute, rien donc qui puisse étonner un observateur un tant soit peu averti. Mais le désavantage disparaît, et plus encore lorsque l'on se concentre non pas sur cette différence d'origine, mais sur les critères de qualification, d'emploi et de revenus des parents. Et là, les auteurs parviennent à une conclusion tout à fait essentielle. À antécédents socio-économiques similaires, ces enfants d'immigrés nés dans les années 1980 gagnent davantage en moyenne que leurs compatriotes, leurs semblables nés de parents danois. Et en fonction des profils, il ne s'agit pas de l'épaisseur du trait, vraiment. On a des tableaux très précis à cet égard. Cela peut aller jusqu'à environ 4 000 € de plus par an pour ces enfants d'étrangers nés sous une bonne étoile, entre guillemets. Alors l'exploitation des données jointes paraît tout à fait poussée. Et il y a bien entendu des nuances. C'est le rôle de ces études-là en fonction de ce qui est, si l'un ou les deux parents sont immigrés, le genre, le pays d'origine, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça nous dit une chose, ça remet en perspective certaines sentences sur un lien intrinsèque entre le niveau d'intégration culturelle à la société danoise et puis le degré de réussite socio-économique de ces enfants une fois arrivés à l'âge adulte.
Passionnant. Et puis alors, effectivement, qui bouscule les idées reçues. Et on termine, Benahouda, avec les perspectives entravées du gouvernement à gauche en Amérique latine. Alors oui, l'élection à la présidence du Brésil de Luiz Inácio Lula da Silva a, semble-t-il, aussi beaucoup intéressé les chercheurs chinois, dès lors que le Brésil représente, rappelons-le, le pôle latino-américain du groupe des BRICS. Alors voici ce travail rédigé par Jie Yu-Zhang, l'Institut de l'Amérique latine de l'Académie d'études internationales à Pékin. Nous y avons eu accès via une lettre spécialisée chinoise qui s'appelle Pekingnology. Cette chercheuse se garde de tout optimisme sur le retour du président Lula. Elle explique méthodiquement, vu de Chine en tout cas, que la gauche latino-américaine contemporaine ne peut plus escompter le même élan, le même enthousiasme que lors de la vague du début du siècle. Elle souligne combien l'essor de cette première vague a été lié à l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, qui avait ouvert un immense débouché pour les ressources naturelles de l'Amérique latine, du Brésil, de l'Argentine, et que ce facteur moteur s'est normalisé depuis. Et puis à présent, les lunes de miel, je cite, entre l'électorat et les nouveaux élus de gauche durent de moins en moins longtemps. L'opposition entre les branches exécutives et législatives se révèle de plus en plus intense, ce qui fait que la gauche latino-américaine peut de moins en moins faire passer ses choix politiques, ce qui se ressent alors dans le fonctionnement même des administrations publiques. Et en arrière-plan, il y a, nous dit-elle, une situation de concurrence régionale toujours davantage compliquée, exacerbée, où l'objectif de coopération économique à l'échelle latino-américaine, qui devrait être essentiel, reste lettre morte du fait de rivalités que les pouvoirs de gauche ne parviennent toujours pas à surmonter entre eux. Et l'experte chinoise finit par juger que cela fait aussi les affaires des États-Unis, qui ne verraient pas de manière favorable une quelconque revitalisation de l'intégration latino-américaine. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Passionnant, hein, c'est au fil des semaines, ces approches qui viennent du monde entier sur des sujets que nous, on a peut-être l'habitude un peu de traiter à notre façon, avec notre regard européen. Et je trouve que c'est d'une richesse absolument formidable. Merci beaucoup, Benahouda. C'est l'heure de nos ultimes choix.